Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le 15 juin 1920, donc, le premier numéro du Vogue français sort dans les kiosques. Lucien a accepté la proposition d'Américain, vous avez compris, et il a intégré Cosette et Michel au projet. De toute façon, il ne fait plus rien sans eux. Et si la revue est accueillie avec un grand enthousiasme par les lecteurs, Michel, lui, en fait, n'est pas tout à fait convaincu par le résultat. Vogue, en fait, n'est qu'un concentré de reportages amoncelés à partir d'entretiens avec de richissimes New-Yorkaises. Les articles, vous l'avez compris, sont simplement traduits de l'anglais au français et pas un seul ne fait mention en fait de l'art parisien. Donc c'est pas gagné, il va falloir redoubler d'efforts pour faire du Vogue français un magazine digne de ce nom. Pour Jean, par contre, c'est la joie. Il a enfin réussi à convaincre son père que son avenir n'était pas dans la presse. Dans une lettre, il lui dit « Jamais je ne poursuivrai l'argent comme premier but de la vie, comme condition nécessaire du bonheur. » Et cette déclaration semble porter ses fruits. Quand il retrouve la vie civile le 10 juillet 1921, Jean obtient une inscription à l'Académie de la Grande Chaumière, c'est une école de peinture avant-gardiste qui est située à Montparnasse à Paris. Il va pouvoir être peintre. Bon, pour être honnête, tout va pas aussi bien quand même que ça dans la vie du Benjamin Desbrunhoff. Depuis la fin de la guerre, il est sujet quand même à de violents coups de fatigue et il se retrouve souvent avec le souffle court. Bon, pour l'instant, il ne s'alarme pas trop. Ça doit être sûrement un après-coup de la vie de soldat. Ça passerait certainement vite, en tout cas tout le monde l'espère. À l'Académie, Jean se lie d'amitié avec un certain Émile Saboureau, qu'on appelle Millot, chez qui il passe beaucoup de son temps libre dans la maison que sa famille occupe sur les bords de la Marne. Là-bas, Jean y rencontre Cécile. Et c'est le coup de foudre. Les deux jeunes gens se ressemblent en tout point et n'arrivent plus à se passer l'un de l'autre. En septembre 1924, ils se marient. Filant le parfait amour, le couple survit grâce à la dot de Cécile et à l'aide financière de Maurice. Il séjourne d'ailleurs la plupart du temps sur les bords de la Marne, à Chessy, où Millot a hérité de la maison familiale. Quelque temps plus tard, Jean est quand même sélectionné pour exposer ses gouaches et ses aquarelles au Salon des Indépendants et au Salon des Tuileries. C'est quand même une excellente opportunité pour lui, mais hélas, les acheteurs se font rares. Le côté peut-être intimiste de ses peintures, inspirées du travail de Cézanne et de Bonnard, n'a peut-être pas eu l'effet escompté sur le public. Et pour aggraver la situation, l'état de santé de Jean ne va pas aller en s'arrangeant et il devient de plus en plus dur pour lui de travailler. Alors son médecin lui demande de faire une batterie d'examens, mais rien de particulièrement alarmant n'est trouvé, donc a priori tout va bien. Le 30 août, Cécile met au monde Laurent, son premier enfant. 1 an plus tôt, c'était Marcelle, la femme de Michel, qui accouchait de Pascal. Et quelques mois plus tard, le 26 décembre, c'est Marion qui vient de nouveau agrandir la petite famille. Chez les Brunhoff, en ce moment, c'est la multiplication, non pas des pains, mais des enfants. Cécile et Marcel sont aux petits soins de leurs enfants, toutes deux ravies d'aider leur mari du mieux possible à accomplir leurs rêves, en s'occupant, elles, de leurs foyers respectifs. Cosette, vous savez, elle n'est pas comme ça, son travail est bien trop important à ses yeux et le conservatisme bourgeois de ses belles-sœurs ne lui va absolument en aucun cas. En fait, elle est très occupée par ses activités pour Vogue, que ce soit pour assister à des défilés, à des réunions ou pour voyager à New York, elle voit finalement très peu ses enfants. Et si Cosette aime bien cette vie remplie qui l'éloigne inévitablement de sa famille, Michel, par contre, est très attaché, lui, à son foyer. Quand Edna Chase lui propose de partir à Londres pour sauver le Vogue britannique de la déroute financière, il s'oppose totalement à l'idée. D'ailleurs, dans ses mémoires, la directrice new-yorkaise décrit cette fameuse altercation avec Monsieur Brunhoff. Je cite, « Michel avait un œil pour la mode et savait gérer les couturiers. Il n'y avait aucune raison qu'il ne puisse pas s'occuper temporairement du département mode du Vogue anglais. Je changeais vite d'avis en voyant sa réaction. Je pensais avoir une certaine habitude du tempérament tempétueux des Français. Eh bien, j'avais tort. Je me suis battu avec lui dans la suite de mon hôtel jusqu'à 3 heures du matin. On se serait cru dans un vaudeville. » En fait, ça n'a servi à rien puisque Michel va céder, il va partir à Londres et contre toute attente, il va adorer. Encore mieux que ça, son passage dans le Vogue anglais est couronné de succès.
Pourtant, le contexte est particulièrement épineux. Au moment de son arrivée, le magazine est en plein changement de régime, la rédac chef est en train de se faire virer. Sans se laisser décontenancer par l'atmosphère, on va dire coupée au couteau, qui règne dans les bureaux, Michel remet tout le service d'aplomb en quelques mois. Il permet ainsi au Vogue anglais de retrouver un rythme de diffusion croissant et de toucher des recettes publicitaires spectaculaires. Il n'y a vraiment que lui et son charme irrésistible pour réaliser un tel exploit. En France, de son côté, Lucien Vogel fait de nouveaux miracles. Le 28 mars 1928, il montre pour la toute première fois au monde son nouveau projet, le magazine Vue. Étant donné qu'il n'y a pas mieux que son créateur pour vous en parler, voilà ce que Lucien en dit dans son édito. On ne trouve pas chez nous un journal illustré dont la lecture traduise le rythme précipité de la vie actuelle, un journal qui renseigne et documente sur toutes les manifestations de la vie contemporaine, événements politiques, découvertes scientifiques, cataclysmes, explorations, exploits sportifs, théâtre, cinéma, art, mode. Vue a pris pour tâche de combler cette lacune, dans un esprit nouveau, réalisé avec des moyens nouveaux. Vue apporte en France une formule neuve, le reportage illustré d'information mondiale. Dans le monde de la presse, Vue est considéré comme une véritable révolution. Le journal marque la naissance tout simplement du photojournalisme. Le texte explique, la photo prouve. Telle est la devise. Évidemment, aux mains de Lucien Vogel, intellectuel de gauche de la première heure, un tel magazine est un outil puissant. Dès le départ, Vue s'engage sur la promotion du pacifisme en éditant pour la première fois des photos jusqu'ici censurées de poilus horriblement défigurés, de montagnes, de cadavres, de gueules cassées. Lucien craint en fait la résurgence d'un conflit en Europe. Il n'est pas le seul. Vous savez, c'est à cette époque-là qu'on a le plus jamais ça. Et il tient donc à éveiller les consciences des Français avant qu'une nouvelle tragédie n'arrive. Concrètement, il se sert de son nouveau magazine pour mobiliser les lecteurs contre la montée de l'extrême droite sur le continent. Pour monter ce projet, Lucien s'est entouré de photographes, les plus innovants de Paris. Parmi eux, on compte Man Ray, Bérénice Abbott. À leur photographie surréaliste, Lucien ajoute une mise en page d'une créativité rarement atteinte, alors qu'il décide d'utiliser le photomontage pour illustrer ses sujets politiques. Le problème, c'est que Lucien Vogel est aussi le rédacteur en chef de Vogue, qui s'adresse avant tout à l'élite bourgeoise et aristocrate du pays. Et si la tête de liste du magazine se lance dans le journalisme d'actualité et dans la politique, ça peut faire quand même très mal au chiffre d'affaires et surtout à la réputation de Vogue. Condé Nast prend alors la décision sans scrupule, sans appel, et demande à Michel de Brunehoff de remplacer son beau-frère. Lucien, qui préfère de toute façon se concentrer sur la rédaction de Vue, eh bien, ne résiste pas au changement. De toute façon, qui de mieux que Michel pour diriger le Vogue français ? C'est lui qui a sauvé la filiale britannique après tout. Sans grande surprise, le nouveau rédacteur en chef fait des merveilles. Très vite, il est surnommé par ses collègues l'arbitre suprême des élégances. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.